RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN. Émission spéciale en partenariat avec Union et Solidarité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un Forum des bailleurs, émission spéciale à l'occasion, chers auditeurs, d'un colloque organisé par Union et Solidarité. Union et Solidarité, ça rassemble sur notre territoire de la métropole l'ensemble des bailleurs sociaux qui sont des militants actifs du logement. Ce séminaire qui s'est tenu à Nancy avait pour thématique politique de la ville, gestion urbaine et sociale de proximité, la contribution et les engagements des organismes HLM. Une matinée riche de partage d'expériences, de questionnements aussi, de points de vigilance. Les thématiques abordées, bien sûr, la proximité, toutes les questions de proximité, l'enjeu du cadre de vie, l'enjeu de l'animation des quartiers, à RCN, on sait de quoi on parle, et puis bien sûr la question de la tranquillité. Pour conclure, volontairement, l'UES a choisi de faire une émission de radio, c'est-à-dire de pouvoir partager avec les habitants cette phase conclusive de ce séminaire. Alors des fois, les bailleurs, on a un petit peu tendance parfois à entendre dire ils ne font pas toujours le boulot. On va voir pendant cette rapide émission leurs contraintes, leurs envies, leurs aspirations, avec autour d'eux également les partenaires. Les partenaires, à commencer par la métropole du Grand Nancy et son vice-président, Stéphane Alblot. Vous êtes en charge des politiques de la ville. Vous êtes également, bien sûr, tout le monde le sait, maire de Vendeuvre. Il y a une question qu'on a un peu moins abordée lors de ce séminaire. Néanmoins, avec Chic Polite, on l'a abordée quand même. C'est la question de les cultures dans les quartiers. La culture, la place de la culture dans la politique de la ville, dans le logement social. Vous êtes attaché aux questions de culture urbaine. Est-ce qu'il y a une attention particulière, un travail à développer autour de la culture? Stéphane Ablot. C'est vraiment un échange intéressant, important, où personne n'a la vérité absolue, et on a surtout des concepts, en même temps des expériences. Je me souviens, moi, il y a une trentaine d'années, quand je me suis engagé dans la politique, des artistes dans la cité qui s'exprimaient par de l'art graphique étaient condamnés, ce qui est normal, puisqu'on ne s'exprime pas n'importe comment, n'importe où. Et puis on se rend compte avec le temps qu'on peut avoir ces personnes-là qui sont reconnues et qui rentrent après dans les livres de l'histoire culturelle. On peut avoir des artistes aussi qui s'expriment, alors chacun à sa façon évidemment, mais qui apportent aussi des choses par rapport à un vécu. Et il y a beaucoup de fractures dans ce monde culturel où on doit créer des cadres qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Alors je m'exprime autrement. Si vous voulez, quand vous avez une MJC qui, à l'époque des grandes cités dortoirs, se retrouve en plein milieu d'un quartier, c'est bien, voilà, on amène de la culture au sein du quartier. Mais maintenant, voilà, mais la rénovation urbaine a montré, avec Jean-Louis Borloo notamment, quand on démolissait, on reconstruisait dans le même quartier, et maintenant on s'est rendu compte que c'était limité parce qu'on reconstruisait les mêmes conditions d'une même population. Et on reconstruit ailleurs. C'est la même chose pour la culture. Quand on refait une MJC, pourquoi ne pas la connecter au monde de l'économie? Pourquoi ne pas la connecter et l'ouvrir sur l'extérieur? Et on se rend compte que la ville, finalement, on a aussi, nous, nos limites, les décideurs. Je parle des bailleurs, des villes, des différents partenaires institutionnels. Et on a des questions à se poser. On a vécu la crise de la pandémie. On a des gamins qui étaient coincés chez eux pendant des mois avec pour quelle perspective d'avenir. Et là, maintenant, on se pose des questions sur comment reconstruire. Est-ce qu'on doit mettre des balcons? Est-ce qu'on doit créer des espaces? Est-ce qu'on doit... Alors, il y a des choses qui ont été faites. Les bailleurs se sont beaucoup investis, ont géré la crise en quelque sorte. Et il ne faut jamais leur jeter la pierre parce que c'était un contexte historique particulier. Mais là, maintenant, on prend un virage. Et c'est plus du tout le même contexte qu'à une époque. J'ai eu la chance d'aller visiter des villes récemment. Je pense notamment à une ville autour de Marseille que tout le monde connaît, qui s'appelle Vitrolles. Le maire, Loïc Gachon, que je connais bien, a créé une médiathèque. Il l'a mise en plein milieu de la cité, pour tout le monde. Et c'est là où il y a un brassage de population. Ce n'est pas une médiathèque dans un quartier ciblé politique de la ville. C'est comment sortir de son quartier pour faire ville ensemble. Nous, on avait la question qui se posait à l'époque à Vendeuvre sur la MJC sociale nomade. Elle était en plein milieu du quartier Louvain.
là où il y a le parc HLM Batigère, et on s'est dit comment la reconstruire. Et bien on l'a sorti de là, et donc les populations ont pu aller ailleurs, sortir de leur quartier, ce qui est normal puisqu'il n'y a rien de pire que de faire en sorte qu'il y ait un univers qui soit fermé. Il faut l'ouvrir au contraire. C'est le principe même des politiques qu'on met en œuvre. C'est que ces quartiers ne sont plus ceux qu'on a considérés à une époque, c'est-à-dire fermés sur eux-mêmes. C'est ça aussi la difficulté. On parlait de la police tout à l'heure, l'intervention de la justice, de l'éducation, les classes qui sont un peu ghettoisées avec un même type d'élèves, alors que maintenant il doit y avoir aussi un brassage de population. C'est important. Ça évite plein de phénomènes de communautarisme, etc. On entend cette interrogation sur ce monde qui change, ces quartiers qui changent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, humblement, le maire que tu es, il se pose des questions sur l'évolution de ces quartiers, sur les bonnes réponses à apporter. C'est quoi l'état de tes questions ? Déjà, il n'y a pas de clé. La clé, on doit l'inventer ensemble. Tout à l'heure, quelqu'un disait, au niveau de l'Office de Nancy, on doit réellement créer un partenariat. Je veux dire, les bailleurs sociaux ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ce sont eux qui gèrent aussi les problématiques avec les habitants directement. Les institutions elles-mêmes culturelles nous apprennent aussi des choses. Quand une jeune nous dit j'ai envie de faire une fresque et de travailler avec un bailleur, il faut ouvrir les portes, il faut discuter, il faut voir dans quelles conditions. Et c'est des choses qui sont faites à une époque, mais peut-être pas de manière naturelle et harmonieuse. Il y a beaucoup de on était dans des situations où le dialogue fonctionnait pas forcément. Et ça, c'est quelque chose d'historique, ce qui est normal, puisque ça correspondait à un concept des années 70 où les gens étaient heureux d'avoir de l'eau chaude quand on construisait des bâtiments de ce genre. Mais c'était une cité dortoir, il fallait loger. Maintenant, nous, on doit y habiter. Quels services on peut apporter? Alors, il y a des choses qui sont faites, évidemment. Il ne faut pas être manichéen, mais je crois qu'il y a un monde qui est en train de changer là-dessus. Vous regardez les ouvertures qui se font dans ces quartiers, ce sont plus... on n'est plus dans la même perspective qu'à une époque. Et les questions qu'on se pose, pour être précis, effectivement, c'est comment faire la ville ensemble. C'est comment, quand vous avez un nouveau quartier qui se construit, comment faire en sorte que les équipements culturels ou sportifs soient accessibles à tout le monde. C'est pas chacun dans son quartier, parce que là, il n'y a rien de pire pour une ville. Vous imaginez, quand vous êtes à Romans-sur-Isère, le quartier de la Monnaie, il y avait, je parlais avec le commissaire de police qui était en charge de ce périmètre-là, qu'on connaît bien parce qu'il a œuvré aussi sur Vendeuvre. Il me disait, il y a eu une grosse rénovation urbaine, mais c'était un quartier qui était fermé, avec un type de population. Et c'est vrai qu'après, il y a des phénomènes de communautarisme qui se développaient. Et heureusement, des choses évoluent. Et c'est évident, il ne faut pas toujours caricaturer, il faut essayer de comprendre, d'être ferme, sûr, parce qu'il faut donner des réponses à des choses d'actualité, mais en même temps... on ne peut pas baisser les bras et on doit essayer de faire autrement. Voilà. Merci Stéphane. À tes côtés, un autre partenaire important du logement social, c'est le représentant de l'État, Pierre-Yves Boiffin. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christophe. Pierre-Yves, quand je dis on va avoir le bonheur d'avoir M. Boiffin autour de la table, on me dit lui, son truc, c'est le aller vers. Alors tu vas nous répondre un petit peu sur pourquoi ça te stimule, pourquoi tu y attaches cette importance. D'ailleurs, Stéphane vient un petit peu de t'en parler aussi, vient aussi un petit peu de t'interpeller sur cet aller vers. Il y a aussi, je te donne tout de suite les 3 questions parce que pour que tu puisses enchaîner directement et puis qu'on se retrouve vite. La deuxième question que tous les bailleurs sociaux m'ont signalé quand j'ai dit que tu étais cette table ronde, ils m'ont parlé du fameux abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie, puisque cet abattement permet aux bailleurs d'initier des actions d'animation dans les quartiers et ils ont un petit peu envie d'avoir des éléments de ta part, de la part de l'État sur le bon usage, les critères de sélection du bon usage de cet abattement. Enfin, troisième, on ne peut pas aujourd'hui parler des quartiers et des logements et des bailleurs sociaux sans parler du phénomène de violence qu'on a connu au début de l'été et peut-être en tirer... pas des enseignements, mais quelques perspectives. 3 questions. Merci beaucoup, Christophe. Je remercie vraiment chaleureusement US Jean-Marie. Je vous remercie chaleureusement pour cette invitation. Jean-Marie Schlerret, le président Jean-Marie Schlerret, bien sûr.
dans ce format original, et ça nous fait du bien aussi de changer de format, de se dire voilà, on est à la radio, c'est pas souvent. Et puis sur ce thème-là de la politique de la ville, qui, vous venez de le dire, a connu une actualité sociale importante cette année, et a une actualité institutionnelle importante aussi, puisqu'on va renouveler des contrats de ville sous un format un peu différent. J'en dirai peut-être quelques mots. Donc merci beaucoup. Votre question, d'abord, sur la question de l'aller vers, appelle vraiment les pouvoirs publics et les acteurs de la politique de la ville à interroger tous ces concepts qui fleurissent dans les circulaires, qui parfois permettent à des collègues fonctionnaires de se faire plaisir en mettant aller vers à toutes les sauces. J'osais pas le dire, merci. Dans les circulaires, mais moi je crois qu'il faut vraiment interroger ce que ça signifie. Ouais. Ce que nous pouvons dire, c'est que et les bailleurs sociaux sont les porteurs d'un certain nombre de dynamiques, qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'envoyer des courriers ou de passer des coups de fil à un certain nombre de locataires ou d'habitants dans les quartiers qui sont en difficulté et qui ne les expriment pas. Parce que là, il est très difficile d'aller au contact de publics qui sont, et ça tout le monde le sait ici, qui sont en difficulté pour eux-mêmes s'exprimer, exprimer leurs difficultés, laisser filer parfois des aides locatives et autres. Alors depuis longtemps, il y a des formules de ce que j'appelle la politique du coup de sonnette. Je pense à la VDL par exemple, que tous les et bien entendu des mesures de médiation que les bailleurs, que les pouvoirs publics ont mis en place. La question se pose aujourd'hui d'une structuration un peu plus forte de toutes ces dispositions qui consistent à remettre de l'humain en face de personnes qui sont en difficulté et qui restent finalement un peu trop isolées. Il y a 3 types d'aller vers, si on décline un peu les choses, et c'est pas du tout si facile que ça. Je me souviens avoir travaillé de manière très approfondie sur ce territoire il y a une dizaine d'années, et on s'était cassé les dents sur la question des impayés de cantine, par exemple. On voulait identifier les personnes en impayés de cantine avant même les impayés locatifs. Derrière vous, ça réagit. Eh ben oui, bien sûr. Et on s'est heurté à la question de la confidentialité. Alors depuis, en plus, il y a eu la RGPD, donc la question d'identifier des personnes est encore plus peut-être difficile qu'avant. En tout cas, encore plus encadrée, c'est heureux. Mais on voit bien qu'aller vers, c'est pas facile. Alors moi, je distingue 3 aller vers. Un aller vers collectif, on est par exemple dans un quartier et on va vers les personnes qui sont dans ce quartier, en bas d'immeuble. C'est typiquement un des volets du territoire zéro non-recours, cette belle expérimentation qui va être mise en place sur la métropole, et pas le seul d'ailleurs, dont dans un quartier de la politique de la ville. Un aller vers semi-collectif, sur lequel on a travaillé par exemple avec Batigère, consiste à cibler un immeuble où on sait qu'il y a des problématiques sociales, avec des médiateurs qui sont mis en place. Et l'État, vous le savez, a poussé au maximum pour qu'il y ait des médiateurs et créer un partenariat avec les bailleurs sociaux dans ce domaine, donc je me félicite vraiment. J'en profite pour dire qu'il y a encore la possibilité, si les bailleurs le souhaitent, de promouvoir ce type de poste. Donc le semi-collectif à l'échelle de l'immeuble. Et puis après, il y a l'aller vers la personne elle-même. Bouabdallah, je donne son nom, l'adulte relais qui est à la maison de l'emploi, que je salue, sur la cité de l'emploi, me disait récemment, moi, un de mes indicateurs principaux, c'est d'avoir changé 2 fois de paire de chaussures. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment, autour de sa mission difficile, autour des demandeurs d'emploi longue durée dans les quartiers, plutôt âgés, est allé vers les personnes vraiment. Donc, encore faut-il pouvoir dans un partenariat et compte tenu des contraintes que j'ai évoquées, pouvoir l'organiser. Donc il s'organise aujourd'hui, et je conclue par là sur la première question, je ne vais pas faire trop long, il y a beaucoup d'interlocuteurs, il s'organise aujourd'hui de plus en plus sur des sujets comme l'accès au droit, comme le logement, etc. Mais on a encore beaucoup de progrès à faire, je crois. L'abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie qui permet aux bailleurs d'avoir un levier financier pour agir. Éclaircissement sur les critères, perspective sur les critères. Alors, les critères, pas tellement, et je serai très court sur la TFPB. On sait qu'on a un horizon. On avait quand même tous la question de savoir dans quelles conditions elle pouvait se renouveler. Il y avait un peu d'incertitude. On a un horizon qui s'est prolongé jusqu'à 2030, donc on est sécurisé de ce point de vue-là. Moi, je dirais 2 choses sur la TFPB. Je fais le lien avec la première question, donc la présence humaine. La TFPB, ça aide aussi à soutenir des postes de gardiens d'immeubles, des postes éventuellement de médiateurs. Donc ça, c'est évidemment
une préoccupation partagée, une vigilance particulière. Et surtout, je pense que peut-être sur la TFPB, on n'a pas assez travaillé sur les bonnes pratiques. Et il y a sans doute un pilotage un peu stratégique et collectif à organiser là-dessus, sur les bonnes pratiques en matière de TFPB, avant de dire ce sera ci, ce sera ça. Il faut que chaque territoire, bien entendu, fasse l'analyse. Et il y a beaucoup de belles choses qui se font grâce à la TFPB. Donc, plutôt analyse collective des bonnes pratiques pour en tirer un certain nombre un cadre de travail peut-être un peu renouvelé. Et enfin, un enseignement un peu autour des violences qu'on a connues cet été. Alors, des enseignements. Des nombreuses réunions que nous avons faites avec les acteurs du terrain, je pense aux centres sociaux, aux espaces de vie sociaux, il y a 4 points qui ressortent très forts et sur lesquels les bailleurs sociaux peuvent être à un moment donné partenaires. Et je voudrais les évoquer. Le premier, c'est que les structures, notamment les structures associatives, qui sont parfois fragilisées, nous disaient aidez-nous à sortir de nos murs, à aller vers. Donc je reviens à la première question. Donc des moyens pour aller vers, mais aussi des compétences pour aller vers. Hein, je salue Réciprocité, par exemple, qui est dans la salle, qui pratique avec des médiateurs sociaux, et il y a d'autres structures qui le font. Donc peut-être bien aider des structures comme les centres sociaux à aller plus vers justement physiquement. Il y a les conseillers numériques qui sont un bon exemple de ça, etc. Donc aidez-nous à sortir des structures. 2, aidez-nous à travailler à la bonne échelle sur la question des risques du numérique et des réseaux sociaux. Donc il y a, vous savez, dans ce pays, un grand plan sur les valeurs de la République qui s'est décliné. Les bailleurs sociaux ont été partenaires. Il manque sans doute un plan à l'échelle sur les réseaux sociaux. 3, aidez-nous à travailler sur la question de l'autorité, du rapport à l'autorité, aux autorités. Donc j'ai bien entendu la table ronde précédente avec le continuum de sécurité, c'était très intéressant. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur le lien, évidemment, jeune police, ça a été évoqué, mais pas seulement. Donc la question du rapport à l'autorité. Et 4, aidez-nous à simplifier, parce que si on a de la simplification administrative, et ce n'est pas les gens autour de la table qui vont me dire le contraire, on peut être plus présent physiquement sur le terrain. Voilà les quatre points sur lesquels je pense qu'on peut tricoter des choses, y compris avec les bailleurs sociaux, dans le respect de leurs fonctions, parce que j'ai bien en tête que chacun doit respecter aussi ses prérogatives. Voilà. Merci Pierre-Yves. On a pris le temps de laisser un peu plus de temps la parole aux partenaires. Maintenant, de manière beaucoup plus concise, on va inviter les bailleurs à faire une phase conclusive, d'émettre le message qu'ils ont envie de faire passer, peut-être de manière un peu interpellante pour nous tous. Vous avez connu Séguéla, vous avez peut-être connu Marcel Blanchet, vous avez peut-être connu Bec BD. Eh bien maintenant, vous allez connaître Lionel Mahuet, directeur général de MMH. Je ne savais pas que j'avais changé de fonction, Christophe, mais c'est vrai que moi, ce que m'inspirent les échanges de ce matin, ça m'a fait penser à un célèbre slogan d'un énergéticien célèbre. Nous vous devons plus que la lumière. Eh bien nous vous devons plus qu'un logement. Nous voulons plus qu'un logement. Et donc, on a eu une multitude d'interventions de nos équipes, des différents bailleurs, de nos partenaires, des collectivités locales, des associations. Bref, des actions très riches qui nous montrent à quel point, au-delà de la question de l'accès au logement qui est fondamentale, de la construction, de l'entretien, la question de la cohésion sociale, du cadre de vie, du lien social et donc de la part que nous y prenons, que nous devons y prendre, c'est un enjeu fondamental. Et ce n'est pas un supplément d'âme, on le voit bien, c'est le cœur, ça fait partie du cœur de nos missions. Voilà, je ne serai pas plus long, mais c'était le message que je voulais délivrer. Clair, net et précis, un vrai publicitaire, un vrai message aussi. Merci Lionel. À mes côtés, Jérôme Dalborgo, le directeur général de l'OMH. Toi, Jérôme, ton intervention, c'était plus autour on construit et quel travail avec les habitants? Oui, alors déjà, en effet, je vais remercier Philippe Moine pour la richesse de cette matinée. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir une bouffée d'oxygène, de motivation. On entend tellement de propos moraux ces derniers temps qu'on voit qu'il y a de la passion, il y a de la foi ce matin et ça fait plaisir. Peut-être aussi rappeler avant tout ce qu'a dit Céline Di Mercurio, puisque pendant quelques années, nous les bailleurs sociaux, on s'est inquiété sur cet abattement de TFPB. On ne savait pas s'il allait être prorogé. Et cette prorogation jusqu'en 2030, quelque part, il faut le prendre comme une marque de reconnaissance
Là aussi, parfois, on sait nous dire quand on fait pas bien, et on ne nous dit pas toujours quand on fait bien. En tout cas, c'est rassurant cette prorogation. Et le dernier point, par rapport aux propos de Pierre-Yves Boiffin, moi, je voulais vraiment remercier les services de l'État par rapport au dispositif de... Alors, médiateur, j'aime pas trop. Moi, j'appelle ça ambassadeur énergétique, parce qu'en effet, faut aller vers, faut recréer du lien. On parle aussi d'emploi, on en a parlé avec réciprocité, l'insertion, l'égalité des chances, c'est tous des éléments qui permettront d'améliorer la vie des quartiers. Et après, pour revenir sur le quartier du Plateau de Haye, où on est engagé dans un très gros NPNRU, en effet, comme je le dis souvent aux équipes, on va investir plus de 160 millions d'euros sur le bâti, mais en effet, n'oublions pas l'humain. Ça fait partie de notre ADN. Comment on fait pour ne pas oublier l'humain? Comment on fait pour ne pas oublier l'humain? On accompagne RCN au quotidien, radio militante et associative. Bien entendu, il y a réciprocité, qui est un vrai vecteur de lien. Ça nous permet d'aller chercher des femmes et des hommes, voire des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont très loin de l'emploi, pour leur remettre le pied à l'étrier. On a tout un programme d'investissement sur le socle associatif de Cèdre Bleu et Tuile Argentée, qui est en cours de réhabilitation, où là aussi, offrir aux partenaires associatifs des bonnes, voire des très bonnes conditions de travail et d'accueil de nos locataires, et pas que de nos locataires, Stéphane le disait, c'est aussi valoriser l'image des quartiers, c'est aussi faire venir des habitants des autres quartiers pour justement changer l'image de nos quartiers prioritaires. François Bacconi, vous êtes donc le directeur général de 3F Grand Est. On va inverser les rôles, c'est vous qui allez poser une question. Peut-être. Alors tout d'abord, je voudrais témoigner en parlant ici, bien près du même micro. si on ne se connaît pas trop, c'est que tu n'es jamais en retard. Merci. Donc tout simplement, effectivement, cette matinée, tu l'as dit, a montré toute la mobilisation, toute l'énergie qu'il y a sur les sujets qui ont été abordés. Je voudrais, moi, partager avec vous le fait, et ça va avoir un lien, vous allez le voir, avec ce dont on a parlé ce matin, que la situation que nous vivons aujourd'hui, et que nous allons vivre encore plus demain, et qui a déjà commencé, est une situation qui doit nous interpeller et que tout le monde doit en avoir conscience. Par rapport aux bailleurs sociaux dont nous sommes, il faut avoir à l'esprit que notre situation financière, excusez-moi d'utiliser ce gros mot, mais on voit bien que malgré tout ce matin, il planait au-dessus de notre tête, l'aspect des moyens, va aller en se dégradant. Il faut avoir en tête qu'en 2024, une grande partie des organismes de logements sociaux verra leurs résultats nul ou négatif, ce qui à cette échelle ne s'était pas produit depuis je ne sais pas combien d'années, même si c'était déjà produit. Pour que les auditeurs comprennent bien, ça veut dire quoi un résultat nul? Eh ben, ça veut dire quoi? C'est que par rapport à nos missions, la construction neuve par exemple, et on voit bien qu'on a besoin d'en faire, puisqu'avoir un toit, ça permet d'exister à tout à chacun. Ouais. Nous devons aussi adapter notre parc existant à la stratégie nationale bas carbone, et on voit bien que la nature nous rappelle dès à présent qu'elle est là et qu'elle sera encore beaucoup plus là demain. Et effectivement, c'est l'objet de notre réunion de ce matin, tous les engagements que nous prenons le plus fort possible avec toutes les parties prenantes que vous êtes sur la politique de la ville. Et donc là, la question, c'est comment allons-nous faire aujourd'hui et demain pour continuer, malgré toutes les bonnes volontés, et je salue ici tous les bénévoles qui s'investissent énormément avec les institutions ou avec nous en tant que bailleur social, parce que c'est la grande question. Alors, on y arrivera. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir en tête de ne pas faire la politique de l'autruche et que vraiment, il faut que cette problématique des moyens humains et financiers nous interpelle et nous permette de continuer. Oh là là, il y a de l'approbation autour de ce que tu viens de dire, François. D'ailleurs, juste à tes côtés, Cécilie a envie de prendre le micro. Oui, alors mon propos va peut-être contraster. J'ai envie de vous dire, là ce midi, j'allais dire ce matin, mais on est presque midi. J'avais envie de vous dire, c'était impossible et c'est pour ça qu'on l'a fait. Moi, ce que m'inspire cette matinée, c'est, de par le nombre très impressionnant de participants, c'est que c'est quand même le signe de la réalité, de partenariats qui sont forts, qui sont très actifs sur le territoire. Bien sûr, les bailleurs sociaux
moi, toute la matinée, on voit qu'ils jouent un rôle central, un rôle dynamique pour pouvoir, tels de vrais assembliers, mettre en place des projets. Et ces projets-là, pour moi, au-delà de la gestion urbaine de proximité, au-delà de la politique de la ville, on est surtout sur l'innovation sociale, sur l'efficience. Et moi, je le dis parce que Vives, 23 000 logements, 25% de parc en QPV, mais essentiellement sur la Moselle. On n'a pas du tout de parc en QPV, ni sur la Meurthe-et-Moselle, ni sur le territoire de la métropole. Pour autant, la question de l'innovation sociale, la question de la gestion urbaine de proximité, ça fait partie pour le bailleur, non seulement de sa mission d'utilité sociale, mais au-delà de ça, de ce qu'on doit aujourd'hui délivrer en matière de qualité et de relations clientèle. Voilà. Merci. Et même si on n'a pas d'abattement sur TFPB pour financer tout ça. Ça, voilà. c'est fait. C'était Cécilia Gégère-Ravier, directrice générale adjointe de Vivest. À ses côtés, tu parles de mission. À tes côtés, une autre femme qui a, elle, envie de parler de vocation, c'est Cindy Laurent, directrice générale adjointe de Batigère. Pourquoi vocation ? On a la vocation du logement social, et en quoi une matinée avec les partenaires, les collègues, les amis aussi un petit peu du logement social, en quoi ça régénère la vocation ? Alors oui, c'est tout à fait ça. Et alors, quand on me demandait de préparer mon message clé, c'était sans entendre la dernière table ronde et Madame Carturant qui évoquait un point spécifique, alors sans la paraphraser, mais quand même faire un part d'un retour d'expérience. Moi, quand j'ai ouvert la porte du logement social il y a une quinzaine d'années, mes dirigeants de l'époque me disaient, si tu rentres dans le logement social, tu n'y resteras pas par hasard. En tout cas, si tu rentres par hasard. Aujourd'hui, je pense qu'on n'y rentre même pas par hasard. C'est-à-dire que dès lors qu'on ouvre la porte, c'est qu'il y a une vraie quête de sens, en tout cas, et une vraie mission derrière, et qui nous permet aujourd'hui d'œuvrer au quotidien au sein de nos quartiers. J'ai aussi entendu ce matin, et on l'a évoqué à plusieurs reprises, que tout n'était pas tout rose, pour reprendre les termes du président de la régie de quartier. Faut se le dire, hein, on a vécu crise après crise et il y en aura encore. Philippe Moine l'évoquait en introduction, hein, l'objectif c'est aussi comment on fait part avec une intelligence collective à nous réadapter, à adapter nos nouvelles missions. C'est vrai qu'on a fait un focus aussi sur la médiation de quartier, et j'entends l'appel de M. Boinfin sur le recours et j'en prends bonne note. Sur quelques éléments précis, c'est aujourd'hui notre enjeu, c'est de repenser et d'accroître des dispositifs en faveur de nos habitants, de continuer d'assurer le renfort de la proximité pour aussi soutenir nos équipes au quotidien, d'assurer le lien de confiance qu'on se doit avec nos locataires et d'afficher en fait le rôle crucial qu'on a en tant que bailleur social. Et je sais qu'on est tous alignés sur ce volet-là, un rôle crucial pour atteindre vraiment des résultats. Les résultats, comment on les atteint ? En fait, c'est tout ce qu'on a entendu ce matin. C'est via les partenariats avec des associations, via le soutien des démarches citoyennes portées par les élus, via la TFPB. Voilà, un grand nombre d'actions. Et si je devais dire une phrase pour conclure mes propos, c'est que on le voit bien, tout seul en tant que bailleur, on ne fait pas grand-chose, ou en tout cas, on ne le fait pas suffisamment bien, et d'où l'intérêt de travailler ensemble sur l'ensemble de ces sujets. Alors, on parlait de mission. Cindy, toi, tu parlais de vocation, et puis tu parles de travailler ensemble. Tu me donnes la parole pour évoquer peut-être un travail en famille autour des bailleurs sociaux. Et dans une famille, il y a une tribu, il y a un ou une chef de tribu. Et alors, chef, c'est pas le terme qui lui va le mieux, mais c'est celui qui nous rassemble depuis des décennies sur ce territoire de la métropole. On a eu la chance d'avoir le premier plan local de l'habitat. Il a été à la manette. C'est aujourd'hui le président de l'UES, l'Union et Solidarité. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, ça ne se fait pas dans une émission de radio, mais je vous demande d'applaudir Jean-Marie Schleret. Et Jean-Marie, je te propose de conclure cette émission et ce colloque. En conclusion, c'est d'abord m'appuyer peut-être sur la dernière table ronde, non pas que les autres n'aient pas été aussi passionnantes, il y a eu de remarquables interventions, mais la dernière, à mes yeux, concentre à la fois tout ce que nous savons faire
et tout ce que nous devons mieux faire encore. On y a trouvé les services de l'État. Alors les services de l'État nous a rejoint à cette table ronde conclusive celui qui concentre peut-être le plus de services essentiels, Pierre-Yves Boiffin. Donc je l'ajouterai d'autant plus qu'il a une attention permanente pour le logement social, les services de la justice, les services de la police. Nous avons eu le secteur HLM qui s'est exprimé, la métropole, et les collectivités, donc, et nous avons du reste ici, à la table ronde conclusive, les maires, non, le maire qui pèse le plus dans l'agglomération, parce que d'abord, il a son aura personnelle, il a tout le travail qu'il a accompli sur sa ville, et pour nous, c'est important de l'avoir à nos côtés dans un moment pareil. Et alors, pourquoi je cite cette dernière table ronde, au cours de laquelle, d'ailleurs, on a rappelé le procureur de la République, qui était l'un des pivots de cette table ronde, a rappelé qu'en 2018, à l'initiative d'Union et Solidarité, nous avions déjà traité le sujet. Et nous étions sortis de ce séminaire avec la rédaction d'une convention qui a été mise en œuvre, et puis il y a eu ensuite en 2022, mais ça ne suffit pas, il faut continuer à faire vivre. Hein. Rappelez-vous, le philosophe Amiel, la France a toujours pensé que parce qu'une chose était dite, elle était faite. Ben non, elle est à poursuivre, elle est à intensifier. Et donc voilà pourquoi je prendrai l'exemple de cette table ronde en premier, et surtout savoir que nous avons sur l'agglomération de Nancy, tous les ressorts nécessaires pour un travail de fond. Où les partenaires d'abord se connaissent. Ça a été le cas. Où les partenaires se parlent. Où les partenaires travaillent ensemble. Et c'est ce qu'attendent les habitants, nos locataires. À partir du moment où il y a, je dirais, il n'y a pas de voix discordante et qu'on parle, j'allais presque dire d'une même voix, les choses changent. D'autant que, et alors il y a eu des expressions d'employés, notamment par les services de police, mais également par le procureur, le terme boussole. J'ai entendu également le terme, il y a la notion d'observation partagée des uns et des autres, depuis là où nous nous trouvons dans nos expertises, à condition de se le partager véritablement. Et le procureur a parlé de capteur. Très intéressant aussi, le secteur HLM est un capteur. Et il faut savoir l'utiliser. Simplement que le secteur HLM a affaire, on l'a dit aussi ce matin dans les tables rondes, à des concentrations urbaines qui sont parfois le fruit du passé, mais qui deviennent de plus en plus difficiles. Des concentrations urbaines qui se traduisent dans vos propres ensembles immobiliers, les directeurs et les agents des logements sociaux. Ce sont deux types de concentration où s'accumulent, se mélangent des situations complexes. Pas seulement des situations de pauvreté, mais des situations d'indigence intellectuelle, des situations de maladie mentale. Et on a à gérer, je dirais, des injonctions paradoxales. À la fois, on nous demande de loger tout le monde, et là, je parle au nom du secteur HLM, puisque lui, le premier, à l'image de la 4e table ronde, montre qu'on sait se parler, qu'on sait échanger. On nous demande 36 choses, et dans le même temps, on s'insurge quand on n'assure pas une parfaite tranquillité, une parfaite sécurité, etc. Donc ça, il faut qu'on l'ait présent à l'esprit. Alors, que faire et quelle feuille de route? Eh bien, je reprendrai les deux termes. Et c'est sans doute le résultat du fait qu'on travaille ensemble depuis de longues années, de Pierre-Yves Boiffin. C'est l'humain, mais c'est aussi l'aller vers. Sauf qu'attention, les mots prennent du volume à mesure qu'ils perdent leur sens. Donc veillons à ce que derrière ces expressions, il y ait toujours la force que nous savons mettre.
et avec les associations qui ont montré ce matin à quel point elles étaient des vecteurs essentiels. Quand on a dit qu'il ne fallait pas se contenter de questionnaires et surtout pas se contenter de l'informatique, avec la fracture qui va grandissante malgré les efforts que nous faisons pour un certain nombre de nos concitoyens. Aller vers, ce n'est pas demander des questionnaires auxquels ils ne comprennent pas la moitié, la plupart du temps. Et donc, avoir ce contact, et puis, je dirais qu'à ce moment-là, on sait se faire comprendre, on sait expliquer, on sait valoriser les compétences, ça a été dit pour la culture des uns et des autres. Je dirais qu'à travers tout ça, en tout cas, il y a non pas seulement, puisqu'on parlait d'aller vers, ce n'est pas seulement vivre ensemble, selon, comment dirais-je, ce qu'on entend ici ou là, ce n'est pas seulement... certains disent même survivre ensemble. Alors ça, c'est une expression terrible, le survivre ensemble que j'ai entendu tout à l'heure. Donc je le mettrai en premier rang des raturés. Éviter le survivre ensemble. Le vivre ensemble n'est pas satisfaisant non plus. Je dirais en termes de conclusion, et pour ne pas être trop long, en vous remerciant chacune, chacun pour votre participation, c'est le bien vivre ensemble. Merci. Merci à tous, c'était le Forum des bailleurs spécial Union et Solidarité. Prenons le temps de bien vivre ensemble. Le Forum des bailleurs sur RCN. Émission spéciale en partenariat avec Union et Solidarité. RCN, www.rcn-radio.org